Bonjour à tout le monde. Je suis très très heureux d'être ici parmi vous et je voudrais remercier aussi tous les organisateurs de la conférence qui ont été nommés. Alors voilà, donc j'ai intitulé ma conférence en attendant les robots, l'emploi et sa qualité à l'heure de la digitalisation. Et en préparant cette conférence, en fait, je ne me suis pas aperçu que ce titre, c'est le titre aussi d'un ouvrage qui venait juste de sortir. Je m'en suis aperçu une semaine après, et que je vais citer au cours de la conférence et qui aborde certains de ces aspects. Donc, il y a peut-être un droit de propriété sur l'expression en attendant le robot. Alors, je vais parler ici de robots, digitalisation, de quoi on va parler exactement. Je vais partir d'une définition assez basique, je dirais, de la digitalisation. Donc de la digitalisation comme représentation d'informations ou de grandeur physique au moyen de caractères tels que les chiffres. Et on appelle digitalisation, donc on parle de digitalisation quand on parle de systèmes, dispositifs ou procédés employant ce mode de représentation. En fait, ce terme, il est utilisé de façon assez large et souvent assez floue, et pour désigner un peu toutes les technologies contemporaines associées aux usages du numérique, puisque le terme de digital est plutôt le terme anglo-saxon et on utilise plutôt le terme de numérique en français. Et donc, ça désigne tout ce qui concerne l'Internet, les robots, les cobots. Alors, les cobots, ce sont des assistants de l'homme, ce qu'on appelle des robots collaboratifs, c'est-à-dire des robots qui ne sont pas complètement autonomes, mais qui fonctionnent avec des humains et pour aider des humains. Et puis évidemment le traitement des données, le traitement de masse, ou plutôt le traitement des données de masse, tout ce qui relève du big data et les algorithmes pour traiter ces données qui renvoient à l'intelligence artificielle. Alors dans cette conférence, il y a beaucoup de thèmes évidemment liés à la digitalisation et même liés, reliant digitalisation et la thématique de l'emploi. Il y a des choses que je n'aborderai pas ici. Et moi, je vais me concentrer plus donc, sur l'effet de ces nouvelles technologies sur les processus de production. Ce que les anglo-saxons utilisent le terme pour ça de computerization, des processus de production et leurs conséquences sur l'emploi. Et sur les processus de production, je dirais, on va voir dans les exemples aussi que je prendrai assez traditionnels, dans des activités de service ou des activités industrielles relativement traditionnelles. Je ne parlerai pas notamment de nouvelles activités qui sont liées directement à la numérisation. Et en attendant les robots, je vous disais que le titre était déjà pris, et l'ouvrage que je citais, c'est celui d'Antonio Casilli, qui vient de sortir il y a un mois et qui porte sur les travailleurs du clic, c'est-à-dire tous les petites mains qui travaillent pour les plateformes et qui font des assistants d'algorithmes, etc. Mais moi, je ne vais pas parler de ça. Et je vais aussi laisser de côté, en fait, les effets du numérique sur les marchés des biens et services, je dirais. Moi, je m'intéressais plutôt à l'emploi. Il y a des effets directs sur les marchés des biens et services, avec toutes les activités liées aux plateformes numériques, d'accord, avec les nouveaux métiers qui apparaissent, l'ubérisation, etc. Donc ça transforme évidemment des marchés de biens et services, et ça a des répercussions assez directes sur l'emploi, avec toute la thématique de l'ubérisation des emplois. Donc ça touche le thème que je vais aborder, mais ce n'est pas par cet angle-là que je vais l'aborder. Et il y a beaucoup de travaux déjà là-dessus, parce que c'est peut-être les parties les plus visibles de ce phénomène, qui attire le plus d'attention, mais qui, à mon avis, contribue peut-être à cacher la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire quid dans des activités traditionnelles qui ne sont pas liées à tout ce qui relève des plateformes. Alors, les effets sur l'emploi. Les effets sur l'emploi, de quoi on va parler? Évidemment, on va voir que, je vais le rappeler, que souvent on se focalise sur le volume des emplois, c'est-à-dire la grande question c'est mais dans quelle mesure ces technologies ne vont pas détruire des emplois et dans quelle mesure on n'est pas confronté à un chômage technologique, un chômage de masse qui ne va être croissant, mais il faut voir qu'il ne faut pas ignorer non plus tous les effets
et sur la qualité des emplois, hein, sur toute la thématique de la job quality qui devient très importante en économie et qui devient très importante aussi pour les grands organismes internationaux comme l'OCDE, hein, qui a lancé tout un programme sur la job quality, sur le BIT, etc. Donc commence cette question de la qualité des emplois devient assez centrale, et on verra qu'elle est aussi centrale dans la thématique que l'on aborde, puisque ces nouvelles technologies, elles ne font pas que détruire ou créer détruire d'anciens emplois et créer de nouveaux emplois, mais elles transforment aussi assez profondément les emplois, et c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut se focaliser. Alors, dans le cadre de cette conférence, je traiterai deux parties en fait. D'abord, je reviendrai un peu sur la façon dont est abordée la question de façon, je dirais, classique dans les travaux économiques passés et récents, et le message principal qui ressort un peu de ces travaux, hein, ces travaux qui sont le plus publicisés aussi, je dirais, dans les médias, hein, puisque certains des travaux dont je vais parler ont fait l'objet d'une couverture médiatique assez importante, parce que ce sont des travaux qui font peur au sens où ils annoncent des catastrophes à venir et un avenir assez noir, je dirais. Et donc je reviendrai dans cette première partie sur la grande peur du XXIe siècle, en revenant un peu sur l'histoire rapidement. C'est de dire que cette peur d'un chômage technologique et de ce progrès technologique destructeur d'emplois, c'est une peur très ancienne, en fait, et que cette peur, elle avait été dépassée. Et notamment, les économistes avaient insisté sur le fait que, bon, il y a tout un tas de mécanismes économiques qui font que quand des emplois sont détruits, d'autres emplois sont créés, etc. Mais on assiste aujourd'hui, depuis une petite quinzaine d'années, une dizaine d'années, au retour de cette grande peur, je dirais, du progrès technologique, et avec cette angoisse, mais de dire, mais oui, à chaque fois, les vagues de progrès technologique ont permis ce processus que l'économiste Schumpeter appelait le processus de destruction créatrice, hein. On détruit d'anciennes activités, d'anciens emplois, on en crée de nouveaux, mais peut-être que cette fois-ci, c'est différent, et que l'aspect destructeur va l'emporter sur l'aspect plus créateur de nouvelles activités. Donc on reviendra dans une première partie un peu sur ce grand débat, pour se focaliser dans une deuxième partie sur, calmons-nous, laissons de côté un peu les angoisses et regardons un peu ce qui se passe réellement, en fait. C'est-à-dire que tous ces travaux un peu qui alimentent l'angoisse collective, ce sont des travaux, la plupart sont des travaux prospectifs, hein, des travaux prospectifs. Et comme le disait, c'est une expression que j'ai déjà donnée la dernière fois, mais comme le disait un grand économiste américain qui s'appelle Galbraith, hein, Dieu a créé les économistes qui font des prévisions pour rendre plus crédibles les astrologues. Hein, donc il faut toujours se méfier quand on fait des prévisions, c'est toujours assez compliqué, même si les travaux que je vais citer sont assez sérieux. Mais l'idée ici, c'est de dire la digitalisation, elle est déjà en cours, et elle est déjà en cours depuis un certain moment. Et les robots, ils sont déjà là. Hein, ça fait déjà un certain moment que des robots sont arrivés et sont déjà là. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qu'on peut dire à partir des travaux empiriques existants sur le véritable effet de la digitalisation sur l'emploi, sans faire forcément de la prospective, mais en regardant simplement ce qui s'est passé au cours des années récentes, et à la fois les impacts sur le volume de l'emploi et sur la qualité de l'emploi. D'accord. Et dans la deuxième sous-partie sur la qualité de l'emploi, je vous parlerai notamment d'une recherche que l'on a menée, dans le cadre d'un projet de recherche européen. Alors, la grande peur du XXIe siècle. Alors ça, je crois que c'est connu, même je sais que parmi vous, il y a des non-économistes, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez bien connu, c'est-à-dire que la crainte des effets potentiels négatifs du progrès technologique est très ancienne. Et je pense qu'on pourrait même revenir plus loin dans l'histoire. Mais au moins, si on démarre au XVIe siècle, Marx lui-même raconte cette histoire du maire de Danzig qui a fait étrangler en secret un malheureux qui avait inventé un premier métier à tisser. Bon, l'invention du métier à tisser, elle est en fait très ancienne. Et pourquoi? Parce qu'il avait peur que justement, c'est des répercussions assez négatives sur l'emploi, etc. À la même époque, vous avez aussi un exemple très célèbre. Vous avez William Lee, que vous avez ici en photo, qui invente aussi une machine à tisser.
Et si vous regardez le plan de cette machine à tisser, c'est étonnant parce que c'est très proche de ce qui ressortira presque, 200 ans plus tard. Bon. Et ce William Lee demande à Élisabeth Ier, qui était la reine d'Angleterre à l'époque, l'autorisation pour avoir une patente et pour exploiter ce métier à tisser. Et ce que lui répond, il manque la réponse de la reine, voilà, en anglais, dans un anglais tout à fait shakespearien, la reine d'Angleterre, donc Élisabeth Ier, lui répond vous considérez que votre invention, considérez ce que votre invention pourrait faire à mes pauvres sujets. Assurément, ça les mènerait à la ruine en les privant d'emploi et ça les transformerait en mendiants. D'accord ? Donc la réponse a été négative et il n'a pas pu utiliser son invention, appliquer le métier à tisser au nom de la protection de l'emploi. Alors, l'épisode le plus fameux et le plus connu, il se situe au début du XIXe siècle, puisqu'au début du XIXe siècle, après la révolution industrielle de la toute fin du XVIIIe siècle, voilà, c'est la révolution industrielle, on met en place et notamment des métiers à tisser qui vont être certains mus par la vapeur, etc. Enfin bref. Et donc, cette fois-ci, ça y est, les métiers à tisser débarquent et on assiste à une révolte qui a beaucoup marqué l'Angleterre dans les années 1810, d'ouvriers qui, les ludistes, les disciples de John Ludd, qui détruisaient les métiers à tisser au nom de la préservation de l'emploi. Et avec les sabotages, voilà, le terme de sabotage, ça vient d'où? Ça vient de cet épisode notamment, c'est que les ouvriers utilisaient leurs sabots en bois pour casser les mécanismes, en les mettant dans les machines pour casser les machines, d'où les sabotages. Et, donc, bon. Et cet épisode a beaucoup marqué l'économiste Ricardo, le grand économiste Ricardo, qui est un des grands fondateurs de la science économique, puisque dans la deuxième édition de son ouvrage très célèbre sur les principes de l'économie politique de l'impôt, dans la deuxième édition, il rajoute un chapitre 21 sur la question des machines, en disant, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a échappé dans ma première édition, c'est l'effet des machines, et j'ai bien peur qu'effectivement les ouvriers aient raison de craindre le développement du machinisme, etc. etc. Donc lui-même, Ricardo, bon. Et on pourrait donner d'autres exemples, c'est-à-dire cette crainte du progrès technologique destructeur d'emplois, elle revient périodiquement, elle n'a jamais quitté finalement la science économique, elle revient périodiquement. Je vous ai mis deux citations. Dans les années 30, Keynes, il est resté célèbre pour plutôt son analyse de la crise des années 30, qui était une crise à la fois structurelle du capitalisme et conjoncturelle sur des politiques inadaptées qui étaient adoptées. Mais Keynes a eu une réflexion aussi en 1930 sur le chômage technologique. Et quand Keynes faisait de la prévision de plus long terme, lui-même craignait beaucoup le chômage technologique. Et ce qui est intéressant, je vous ai mis une autre citation, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à la veille de ce que l'on va appeler la période quand même des 30 glorieuses et la période qui restera dans l'histoire comme la période de plein emploi, au moment où on va connaître, où cette période va arriver, au tout début de cette période, vous avez un grand économiste qui est prix Nobel d'économie, Leontiev, qui disait que lui-même, il était très pessimiste sur l'évolution de l'emploi du fait du machinisme. Donc, cette angoisse récurrente et qui n'a jamais vraiment quitté, jusqu'à quand? Justement, jusqu'à ce que les prévisions, notamment de Leontiev, soient contredites par l'expérience de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a vu qu'à la fois il y avait beaucoup de progrès techniques et à la fois beaucoup d'emplois, une période de relatif plein emploi. Et pourquoi? Parce que les mécanismes, en fait, vous avez tout un tas de mécanismes économiques qui font qu'effectivement, quand le progrès technique détruit des emplois, il va permettre aussi d'en créer par d'autres mécanismes. L'ouvrage célèbre en français qui résume tous ces arguments, c'est l'ouvrage d'Alfred Sauvy. Et Alfred Sauvy disait, oui, le progrès technique, il détruit des emplois. Et c'est pour ça qu'il est fait, en fait. C'est pour ça qu'on fait du progrès technique. C'est pour économiser des emplois. Mais en même temps, cette destruction, il y a des emplois qui sont directement
détruits par le progrès technique, mais il y a de nouveaux emplois qui sont créés dans le secteur des machines, hein, qui sont à l'initiative de ce progrès technique. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est là que un véritable mécanisme économique et un peu plus d'équilibre général se met en place, c'est qu'en fait, quand vous implantez du progrès technique, vous augmentez la productivité. Grâce à ces gains de productivité, une partie est répercutée sur la baisse des prix de vente, et du coup, la demande de produits va s'accroître, et du coup, l'emploi va augmenter. Et une partie de ces gains de productivité va se traduire par une augmentation des salaires et donc une augmentation du pouvoir d'achat qui va permettre aussi, par le bouclage de la demande, de demander plus de biens et services et du coup de créer plus d'emplois par ce biais-là. Hein. Et du coup, il va y avoir un déversement, comme le disait Sauvy, des secteurs qui vont être affectés directement par le progrès technique, où la productivité va s'accroître plus rapidement que la production, vers des secteurs qui, grâce au gain de pouvoir d'achat, vont développer la production plus rapidement que les gains de productivité du travail qui affectent ces secteurs. Alors, à partir de... Ça, c'était un peu, je dirais, la vulgate jusque dans les années 80. Hein, c'est-à-dire la grande peur séculaire du progrès technique, et puis on voit ce qui se passe après la Première Seconde Guerre mondiale, et puis on a cette espèce de consensus autour du fait, mais il y a des mécanismes économiques qui font que tout ça se compense et que globalement, le chômage technologique n'est pas fatal. Alors, depuis les années 80, en fait, les travaux qui ont porté sur le progrès technique en économie ont abordé une autre question, en fait. Qui est liée à la première, mais qui va différencier selon les types d'emplois, avec la problématique du progrès technique biaisé. Hein, et la problématique du progrès technique biaisé, ça veut dire quoi? C'est quoi un progrès technique biaisé? C'est un progrès technique qui impacte un facteur de production, la productivité d'un facteur de production plus que l'autre. C'est-à-dire que si vous prenez deux facteurs de production, le travail et le capital, un progrès technique biaisé en faveur du travail, ça serait par exemple un progrès technique qui augmente la productivité du travail sans affecter la productivité du capital, par exemple, etc. Mais surtout, le progrès technique est biaisé au sein du travail. C'est-à-dire que certaines formes de progrès technique ont été biaisées en faveur du travail non qualifié, et d'autres formes de progrès technique ont été biaisées en faveur du travail qualifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire un progrès technique biaisé en faveur du travail peu qualifié? Et quels exemples l'on a? Le meilleur exemple, en fait, c'est le développement du taylorisme et des techniques de production associées au taylorisme. Quand on a implanté la chaîne de montage dans l'industrie automobile, hein, chez Ford en 1913, la chaîne de montage, en fait, elle a permis de quoi? Elle a permis d'employer des personnes très peu qualifiées et au détriment d'ouvriers qui jusque-là, parce que l'automobile existait avant Ford, hein, l'automobile existe dès la fin du 19e siècle, mais les automobiles étaient construits dans des processus où le travail était beaucoup plus qualifié par des ouvriers professionnels, hein, il n'y avait pas de chaîne de montage et un ouvrier tout seul montait presque à lui seul l'ensemble de l'automobile, donc c'était des emplois très très qualifiés. D'accord ? Et donc cette forme de progrès technique, alors qui intègre à la fois des nouvelles technologies et à la fois des nouvelles formes d'organisation de travail qui leur sont associées, ce progrès technique était un progrès technique biaisé en faveur du travail peu qualifié. Or, depuis la fin des années 70, le progrès technique s'est révélé comme étant au contraire biaisé en défaveur du travail peu qualifié et en faveur du travail peu qualifié. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, vous pensez à l'ordinateur, etc., donc les premières formes enfin, l'informatique, la numérisation, etc., les nouvelles technologies exigent des travailleurs plus qualifiés et se substituent aux travailleurs moins qualifiés. Et donc cette fois-ci, on a un progrès technologique biaisé en faveur du travail qualifié. Ça, c'est une grande explication aussi de l'évolution des inégalités. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais ça vous explique, et notamment les États-Unis est un cas d'école, pourquoi, du coup, la demande de travail qualifié a progressé beaucoup plus vite que la demande de travail peu qualifié, et du coup, les salaires des plus qualifiés a augmenté en termes relatifs, et le salaire relatif des peu qualifiés a baissé, ce qui a accru les inégalités. Et pendant longtemps, les économistes ont
américains ont dit, ben voilà, c'est ça la cause principale de l'augmentation des inégalités aux États-Unis et plus largement dans les pays occidentaux. Alors, et dans ce cadre-là, ben, l'enjeu, d'ailleurs, il y a un livre célèbre de grands économistes américains qui s'appelle comme ça, The Race Between Education and the Machine. C'est la course entre le système éducatif qui doit élever le plus possible le niveau d'éducation de la population et le progrès technique qui demande de plus en plus de personnes qualifiées. Et l'enjeu, il est là. Donc ici, vous avez la chaîne, c'est des choses bien connues, je passe. Alors maintenant, toujours dans cette grande peur du XXIe siècle, de dire, bon, voilà, hein, il y avait cette peur séculaire, après il y a eu les 30 Glorieuses, le raisonnement de Sauvier, etc. Donc pas de crainte du chômage technologique, mais quand même, problème du progrès technique biaisé, c'est plutôt au sein du travail qu'il y a des problèmes. On a de moins en moins besoin de travailleurs peu qualifiés, on a de plus en plus besoin de travailleurs plus qualifiés. Bon, mais voilà, numérisation. Et depuis une dizaine d'années, comme je vous disais, hop, de nouveau, l'inquiétude réapparaît. De nouveau, l'inquiétude réapparaît, avec cette question assez angoissante de dire, oui, mais toutes ces vagues de progrès techniques, etc., on s'en est toujours sorti, mais et si cette fois, c'était différent, si cette fois, c'était différent. Pourquoi? Parce qu'avec la numérisation, le progrès technique change d'ampleur, mais surtout, il va changer de nature, en fait. À la fois, c'est à la fois du quantitatif et du qualitatif. C'est-à-dire que jusque-là, notamment ce progrès technique biaisé en faveur des non-qualifiés, jusque-là, il a impacté ce que l'on appelle les tâches routinières, en fait. Les tâches routinières qui exigent à la fois peu de qualifications cognitives et non cognitives, et donc qui peuvent être assez facilement remplacées. Mais aujourd'hui, on voit que le progrès technique, ces nouvelles technologies de numérisation, peuvent se substituer à des tâches qui exigent des compétences très élevées en termes cognitifs. Et vous avez des professions, un certain nombre de professions qui sont assez directement affectées et qui sont plutôt en haut de la distribution des qualifications, certaines professions dans la médecine, dans le droit, dans l'ingénierie, etc. Donc le progrès technique s'attaque, je dirais, aussi en haut de vos qualifications. Et finalement, l'idée, c'est que les seules choses qui sont pour le moment à peu près préservées, ce sont les tâches qui exigent de l'intelligence créative ou de l'intelligence sociale, c'est-à-dire qui implique de savoir gérer des interactions humaines, d'accord, donc soit de l'intelligence créative, soit de l'intelligence sociale, mais les tâches cognitives de type traitement de l'information de haut niveau, elles peuvent être assez facilement substituables par ces nouvelles technologies. Et donc, ce à quoi on assiste, et on a déjà un certain nombre de travaux là-dessus, c'est qu'actuellement, on aurait un phénomène de polarisation, c'est-à-dire que toutes les tâches peu qualifiées, et tous les emplois les moins qualifiés, susceptibles d'être automatisés l'ont été déjà en bonne partie, mais on va voir que ce n'est pas complètement le cas. Donc en bas, le progrès technologique l'effet massif du progrès technologique aurait été, la grande vague serait derrière nous. En haut, ça commence à être attaqué, mais de façon assez progressive. Et pour le moment, ce sont les tâches intermédiaires qui font l'objet de l'attaque, je dirais, du progrès technique. Si vous pensez à tout un tas de tâches administratives, de comptabilité, etc., enfin d'employés dans les banques, etc., toutes ces tâches sont assez facilement substituables par les nouvelles technologies, et ça renvoie à des qualifications de métiers qui sont intermédiaires dans votre hiérarchie des qualifications. C'est-à-dire que pour le moment, par exemple, si vous pensez aux emplois les moins qualifiés, par exemple serveurs dans les fast-foods, etc., ces emplois pour le moment ne sont pas
complètement automatisés, et ne le seront peut-être pas, ou des emplois d'aide à la personne, etc. En revanche, des emplois d'employés intermédiaires ou de professions intermédiaires, ces emplois sont attaqués par le progrès technique. Et ceci se traduit par quoi? Alors, vous avez des études qui vous montrent qu'en Europe, aux États-Unis, effectivement, ce phénomène de polarisation fait que les emplois qui ont le plus progressé en volume sont les emplois en haut de votre hiérarchie des qualifications et les emplois en bas de votre hiérarchie des qualifications, notamment dans les services à la personne, et c'est plutôt au milieu que ça se creuse, hein, d'où la courbe en U en termes de croissance de l'emploi. Et c'est là que les travaux aussi plus prospectifs interviennent, et notamment vous avez alors des économistes qui ont eu beaucoup d'impact médiatique, hein, notamment Brijofsson et McAfee, hein, du Massachusetts Institute of Technology, qui est une des plus grandes universités américaines et qui est très spécialisée notamment dans les technologies et l'impact des technologies. Et eux, ils ont écrit des ouvrages grand public, hein, qui ont eu énormément de diffusion, et dans lesquels justement ils nous décrivent en quoi consiste ce progrès technique, et notamment l'intelligence artificielle qui se développe rapidement. Et ils rappellent dans leur ouvrage, ce qui est assez effrayant, que les prévisions du pouvoir technique, hein, en termes purement techniques de l'intelligence artificielle, a toujours été sous-estimée, c'est-à-dire que les progrès ont été plus rapides que les scientifiques eux-mêmes pensaient, hein, et que ça va encore plus vite que ce que l'on pensait, un peu comme le réchauffement climatique. Et à partir de là, vous avez des travaux qui ont essayé d'estimer l'impact, hein, dans un horizon alors à 15 ans à peu près, l'impact de ces nouvelles technologies sur l'emploi. Une des études les plus célèbres, et je pense que c'est celle qui a fait le plus de bruit, hein, c'est l'étude de deux économistes d'Oxford, hein, de Frey Osborne, parue en 2013, et qui a été reprise dans la presse, etc. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, dans les magazines, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis d'une classification très fine des emplois, d'accord, à partir aussi de nomenclature de tâches, etc. Et une classification très fine des emplois. Et à partir à la fois du descriptif des emplois et à partir de l'interrogation d'experts, hein, ils ont déterminé justement la part dans ces emplois des tâches cognitives mais substituables par des technologies, des tâches qui requéraient de l'intelligence sociale, des tâches qui requéraient de l'intelligence créative, etc. Et du coup, ils ont ensuite classé tous ces emplois, et donc il y en a, je ne sais plus combien, il y a à peu près 300, ils classent 300 emplois, 300 types d'emplois, et en fonction de leur susceptibilité à être automatisés, hein, d'accord, les emplois les plus automatisables aux emplois les moins automatisables. Et ils font aussi des prévisions sur, mais au total, d'ici une quinzaine d'années, combien d'emplois seront détruits par le progrès technologique. Et donc le chiffre qui a beaucoup circulé et qui a beaucoup fait peur, c'est que d'après leurs estimations, 40% des emplois aux États-Unis sont susceptibles d'être automatisés dans un terme relativement court. Et bon, si vous intéresse, vous pouvez aller, l'étude est disponible sur Internet. Vous voyez que pour chaque type d'emploi, encore une fois, il y en a plusieurs centaines, il vous donne une probabilité d'automatisation avec les emplois les plus à risque, les emplois les moins à risque, etc. Avec notamment certains emplois qui sont qualifiés, voire très qualifiés, qui sont assez fortement en risque, alors que les emplois les moins à risque sont encore une fois ceux qui exigent plus d'intelligence créative ou relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces prévisions très pessimistes, en fait? On peut dire, oui, mais il y aura peut-être les mécanismes à l'œuvre à la SOVI vont pouvoir s'enclencher, etc. L'idée qui transparaît un peu dans ces prévisions très pessimistes, c'est de dire que le choc va être d'une ampleur telle, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que les mécanismes de compensation à la SOVI vont pouvoir se mettre en place. Hein, donc. Et du coup, dans les prévisions que font les économistes, et ici je vous en ai mis deux,
enfin deux économistes, l'un qui est professeur à Harvard, Richard Freeman, dont on va reparler, et un autre qui est célèbre aussi pour être un grand macroéconomiste, qui se trompe souvent, dirait Jean-Pierre, mais voilà. Mais eux, ils disent, mais finalement, l'horizon, c'est quoi? Il faut déjà penser à quoi? À qui possédera les robots, en fait. C'est ça qui déterminera notre avenir. C'est de dire, oui, les robots vont remplacer les humains. Apparemment, ça, c'est acquis, à plus ou moins long terme. Et donc, l'enjeu essentiel, ça sera l'enjeu des droits de propriété sur les robots. Et là, je vous ai mis l'extrait d'une interview d'Olivier Blanchard, hein, qui a été le chief économiste du FMI, qui était lui-même aussi professeur d'économie au MIT. Il dira finalement, selon que la propriété des robots restera dans quelques mains ou qu'elle sera au contraire largement diffusée, ça sera l'enfer ou plus quelque chose relevant du paradis. Alors, donc, certaines études très pessimistes. D'autres études beaucoup plus nuancées à partir du même type de méthode, et notamment une étude, pour ceux que ça intéresse, qui est aussi disponible sur Internet, hein, qui a été faite par des économistes de l'OCDE. Elle est beaucoup plus nuancée, reposant aussi sur un certain nombre d'arguments, je dirais un peu de bon sens, et qui fait qu'il faut être très prudent dans les conclusions que l'on peut tirer. D'abord, c'est de dire que les études à la Frey-Osborne, elles relèvent du déterminisme technologique, c'est-à-dire elles reposent sur le potentiel technologique des nouvelles technologies, mais elles ne tiennent pas en compte des logiques économiques. Ce n'est pas parce qu'une technologie existe que forcément elle sera introduite, pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques. Regardez le métier à tisser, il a fallu attendre au moins 200 ans pour que le métier à tisser soit adopté. Alors là aussi, il y avait des blocages politiques, mais il peut y avoir aussi des blocages économiques qui fait que pendant très longtemps, des technologies ne sont pas forcément rentables. Et j'y reviendrai quand je donnerai des exemples assez précis dans la deuxième partie. Et puis, ce qui est frappant aussi dans la façon les études à la Frey-Osborne, c'est que vous classez vos différents métiers selon les différentes tâches, etc. Mais quand vous regardez de près, notamment quand vous comparez les pays, mais même au sein d'un pays, un secteur ou différentes entreprises, un même métier en fait peut correspondre à des tâches relativement différentes, selon notamment les formes d'organisation du travail que vous avez. Et donc un métier on prendra tout à l'heure les exemples d'ouvriers dans l'aéronautique. Selon que vous êtes ouvrier dans l'aéronautique en France ou en Suède, on verra qu'il y a quand même des différences en termes de qualification, d'organisation du travail, etc. Et que c'est pas évident de dire que tel métier correspondant exactement à tel équilibre entre tâches routinières, non routinières, de tel type de tâches cognitives, etc. Et donc, il faut être assez prudent là-dessus, sur là aussi une vision trop déterministe. Et puis, ce qui est essentiel aussi, et ce qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est que ce à partir de quoi on fait des prévisions, c'est l'état des métiers actuels. Et on se dit, oui, ces tâches-là, elles vont pouvoir être remplacées par les nouvelles technologies, donc le métier va disparaître. Mais non, on a des exemples de métiers qui ont été transformés par les nouvelles technologies, mais qui n'ont pas complètement disparu. Un exemple très célèbre, c'est lorsqu'on a introduit les distributeurs automatiques de billets. Donc il y a, maintenant c'était dans les années 70, à la fin des années 70, donc ça fait presque 40 ans. À l'époque, vous avez eu beaucoup aussi d'articles sur le fait que la banque allait être la sidérurgie, c'était l'expression qui avait été utilisée, il y avait eu un fameux rapport, la banque serait la sidérurgie des décennies à venir. Or, pour le moment, l'emploi n'a pas trop baissé dans la banque. L'emploi s'est plutôt répandu. Pourquoi? Parce qu'on pensait que le distributeur automatique de billets allait remplacer tous les guichetiers. Or, ce à quoi on assistait, c'est que non, c'est que en fait, les guichetiers ils ont changé de métier, ils font plus de conseils, ils font plus d'autres activités, etc. Vous prenez par exemple aussi le service public de l'emploi. Alors, on parlait de Pôle emploi tout à l'heure. Pôle emploi, il y a un grand plan de digitalisation qui s'opère aujourd'hui à Pôle emploi, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a tout un tas de tâches purement administratives que font les conseillers qui vont pouvoir être automatisées, mais du coup, les conseillers vont pouvoir consacrer beaucoup plus de temps au cœur de leur métier, qui est celui d'accompagnement, et non pas de traiter des dossiers administratifs, etc. Donc, effectivement, ça change complètement l'équilibre des tâches au sein de métiers, mais ça ne détruit pas forcément les métiers. D'accord? Et donc,
à partir de cette réflexion, à partir de traitements statistiques, etc., l'étude de l'OCDE, elle, quand elle fait des prévisions, a dit non, au même terme que Frey Osborne, nos prévisions, c'est qu'à peu près 10% des emplois dans les pays de l'OCDE, alors ça dépend des pays, hein, mais ça navigue en gros entre 8 et 12%, il n'y a pas énormément de variations, seraient automatisables dans les années à venir. Alors, voilà un peu pour le point de départ, je dirais, hein, un peu pour le point de départ. Et à partir de ces débats, ce que je voudrais aborder dans cette deuxième partie, c'est regardons un peu les processus à l'œuvre, en fait. Hein. On a toute une réflexion qui est ancienne sur le progrès technologique, on a cette grande peur qui est réapparue, avec des travaux de prospective aussi médiatisés qu'effrayants, et médiatisés parce qu'un peu angoissants. Mais du coup, regardons un peu les processus à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, hein, comme je le disais en introduction générale, les robots, ils sont déjà là. La numérisation, elle est déjà là, en fait. C'est déjà un certain moment que cela a commencé. Et donc, il faut peut-être adopter une autre perspective. Au lieu de faire des projections sur l'avenir, regardons ce qui s'est passé et essayons d'analyser le matériau fourni par l'expérience, et notamment l'expérience récente. Et sortons de cette vision trop déterminisme technologique. Effectivement, l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies ont un potentiel fantastique, mais encore une fois, ce sont des logiques économiques qui sont à l'œuvre. Ce ne sont pas seulement des logiques technologiques, voire pas principalement des technologiques. Et prenons en compte aussi l'hétérogénéité, comme je l'ai dit, des métiers, l'hétérogénéité des entreprises, l'hétérogénéité des secteurs, et regardons de plus près un peu ce qui se passe réellement. Et évidemment, le volume de l'emploi est quelque chose de très important, mais ne regardons pas que le volume de l'emploi, et regardons un peu qu'est-ce qui se passe au plus près des métiers, comment se transforment aussi les emplois, et quel impact ça peut avoir sur la qualité de l'emploi, et non pas seulement sur la quantité de l'emploi. Parce que ce que l'on va voir, en fait, et ce qui, à mon avis, est passé un peu en dehors du radar jusqu'à maintenant, même s'il y a des travaux, mais qui ont été beaucoup moins médiatisés, c'est qu'en fait, il y a un grand retour au taylorisme, on va le voir, à cause de ces nouvelles technologies. Et ça, on n'en parle pas, on parle que des emplois qui sont détruits, mais on ne parle pas des emplois qui sont transformés et qui sont assez fortement retaylorisés. Alors pour ça, hein, pour cadrer un peu ce que je vais vous raconter dans cette deuxième partie, je vais partir de travaux d'un collègue allemand, hein, qui lui a travaillé depuis plusieurs années sur l'impact réel, qu'est-ce qui se passe, et notamment dans les grandes entreprises allemandes, hein, qui sont plus en avance que nous sur les nouvelles technologies, sur la robotisation. Quand vous voyez le taux d'équipement robot en Allemagne, il est beaucoup plus avancé qu'en France, hein, beaucoup plus important qu'en France. L'Allemagne qui a toute une réflexion sur l'usine 4.0, etc., l'usine du futur, etc. Donc, ils sont plus en avance sur cette réflexion et qui, du coup, a lancé aussi beaucoup plus d'études sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans les entreprises allemandes. Et lui, Hirschkreisen, il dit, en fait, il y a, dans ce que lui a constaté, il y a 4 scénarios. Il y a effectivement des cas où les emplois sont détruits par le progrès technologique. Il y a des cas où les emplois n'ont pas été détruits, mais le progrès technologique, et ça correspond à l'hypothèse du progrès technologique biaisé en faveur des qualifiés, le progrès technologique a exigé une montée en compétences et une montée en qualification de ces emplois. Et on verra par la suite qu'il faudra distinguer qualification et compétences. Mais, et puis, il y a des choses qui étaient peut-être un peu moins évidentes, c'est là où j'y arrive. Il dit parfois il y a des processus de ce qu'il appelle la digitalisation du travail, et qu'on va voir qui se traduisent par un néo-taylorisme. Hein. Le taylorisme, c'était cette division des tâches très poussée, avec du coup des emplois peu qualifiés. Et en fait, on va voir que dans certains secteurs, c'est ce processus qui est à l'œuvre. Et puis, il y a aussi un scénario qu'il ne faut pas négliger. Et il dit, il y a le scénario aussi où les nouvelles technologies n'ont pas d'impact parce qu'elles ne sont pas adoptées. Parce que les entreprises trouvent que ce n'est pas suffisamment rentable, ou font des choix stratégiques qui font que même si la nouvelle technologie existe,
ben, elle ne va pas être adoptée. Et ça, on va voir aussi, je vais donner des exemples assez précis. Alors, c'est à partir de cette classification assez simple en grands scénarios que je vais donner maintenant des exemples, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces scénarios ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres. Et on va voir dans les exemples que je vais donner, notamment qu'on peut avoir à la fois des destructions d'emplois, mais les emplois qui restent vont être transformés, hein, selon un scénario ou l'autre. Et que ben, finalement, au sein d'un même secteur, on peut assister, et même au sein d'une même entreprise, ce qui est assez fascinant, on peut assister soit à la coexistence, soit à la concurrence de scénarios différents. Et ça, c'est aussi assez intéressant à relever. Alors, regardons ce qui s'est vraiment passé. Alors, sur ce qui s'est vraiment passé, ou ce qui est en train de se passer, on a aussi des travaux. On n'a pas que des travaux prospectifs de Frey-Hesborn, mais on a aussi des travaux. Et là aussi, du côté des économistes, je dirais, des économistes un peu plus standards, c'est des travaux qui continuent quand même à se focaliser sur le premier scénario qu'on vient de rappeler, c'est-à-dire le scénario de destruction d'emplois, et qui essayent d'estimer la destruction d'emplois. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous donne juste quelques références parce que ce sont des économistes très reconnus dans la profession et qui sont parmi les plus célèbres, et deux études relativement récentes. L'une, c'est de Acemoglu et Restrepo, donc Acemoglu notamment est un professeur très éminent aussi du MIT, d'accord, et qui, à partir de données américaines, ont regardé finalement, donc sur une période s'étalant depuis les années 90 jusqu'à 2007, ils ont regardé ils ont essayé d'estimer quel a été l'impact des robots jusqu'à 2007. En utilisant les données d'une association internationale de International Federation of Robotics, d'accord, qui compile des données sur justement les ventes de robots et à qui sont vendus les robots et où vont les robots, etc. Et ils essayent de repérer empiriquement, intuitivement, ils essayent de repérer empiriquement, eux, de façon géographique, par zone d'emploi. Grâce à leurs données, ils savent dans quelles zones d'emploi ont été implantés ces robots, pour ainsi dire, d'accord. Et ils regardent les effets, et ils essaient de déterminer, toutes choses égales par ailleurs, l'effet d'avoir plus ou moins de robots par zone d'emploi. Quel est l'effet de l'emploi dans ces zones d'emploi, d'accord. Et eux, ils confirment quand même des effets relativement négatifs, puisque un robot de plus se traduirait par toutes choses égales par ailleurs, par 5 ou 6 emplois de moins. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette étude, elle est assez complexe. Elle essaye aussi de ne pas déterminer seulement les effets directs, mais des effets plus d'équilibre général, de comment des robots implantés dans une zone d'emploi peuvent créer peut-être des robots dans d'autres zones d'emploi, etc. Mais malgré ça, même quand ils essayent de déterminer, de faire des simulations pour retrouver des effets de compensation un peu à la SOVI, ils trouvent quand même qu'au total, ça reste un effet négatif. Autre étude aussi qui vient de sortir le mois dernier, de Richard Freeman, de deux professeurs éminents de Harvard, Freeman et Borjas. Borjas était un spécialiste de l'immigration. Alors eux, ils comparent en fait, dans leur étude empirique, ils vont comparer l'effet des robots à l'effet de l'immigration. Ce qu'ils disent, en fait, les robots, c'est comme si on avait un afflux de travailleurs particulièrement productifs, en l'occurrence pour les robots, mais on avait un effet de travail. Donc c'est ce qu'on appelle en économie un choc d'offres, d'offres sur le marché du travail. Donc les robots, c'est comme si on avait une augmentation tout d'un coup de l'offre de travail, et du coup, ça peut peser sur les salaires et ça peut peser sur l'emploi des travailleurs en place, de même que quand on a un choc d'offre de travail lié à l'immigration. Et donc, ils vont comparer. Alors là, eux, ils utilisent le même type de données, mais par secteur. Ils arrivent à comparer les effets d'un afflux d'immigrants et d'un afflux de robots, pour ainsi dire, et disent, voilà, un robot, c'est comme ça a un impact négatif sur les salaires des personnes en place et sur l'emploi, du même ordre que 2 à 3 immigrants, voire 3 à 4 pour les personnes les plus affectées. Et quand par secteur,
ils reprennent la nomenclature des emplois de Frey-Osborne, ils disent, bah oui, ça correspond à ce que nous raconte Frey-Osborne. Pourquoi? Parce que là où on trouve les effets les plus négatifs, c'est bien dans les emplois qui étaient signalés par Frey-Osborne comme les plus automatisables. D'accord? Bon. Alors, vous avez aussi des critiques hein, de ces types d'approches, de ces types de travaux. Et notamment, j'en ai mis une ici, hein, de deux économistes de l'Economic Policy Institute, qui disent attention, il faut être très prudent parce que ben, voilà, les données, il y a peut-être encore de la fragilité pour les données, notamment ils prennent eux plus précisément la première étude. Hein, ils ont réagi à la première étude qui a eu beaucoup d'impact aux États-Unis parce que ça a été diffusé en disant ben voilà, il y a une étude très sérieuse qui vous montre qu'effectivement c'est pas seulement des prospectives, mais c'est en train de se passer. Hein, voilà. Et voilà, ils disent mais attention, il y a beaucoup de fragilité parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses dans ces études, etc. Du côté des données, du côté des hypothèses qu'on fait, même si elles sont très sophistiquées, mais elles ne sont pas bonnes. Ils disent, mais même si on croit les chiffres que nous donne Acemoglu, et bon, si on regarde l'impact qu'aurait eu, hein, on prend on somme les impacts et on retrace sur l'histoire des États-Unis sur la période qu'ils étudient, et ils nous disent, bah, si on prend les chiffres de Acemoglu et Restrepo, le progrès technique aurait détruit à peu près 40 000 emplois aux États-Unis sur la période qu'ils étudient par an. Ils nous disent, mais ça, il faut le relativiser parce que sur la masse des emplois détruits et créés chaque année aux États-Unis, c'est assez faible. Et en fait, hein, c'est à peu près 4 à 5 fois moins important que l'impact estimé du commerce avec la Chine, par exemple, pour les États-Unis, hein, qui a été estimé avec les mêmes techniques, d'ailleurs, par les mêmes auteurs, Acemoglu, etc. Bon, donc il dit, ben, finalement, oui, les robots ont crié au loup, au robot, mais finalement, les robots, jusqu'à maintenant, ont détruit beaucoup moins d'emplois que le commerce international. D'accord? Et ils disent, mais même si on regarde Acemoglu et Restrepo, il y a les robots, mais il y a aussi d'autres types de technologies. Et ils ont un autre indicateur de technologie. Et on voit qu'avec d'autres technologies qui sont liées aussi au numérique, ils trouvent un effet neutre, voire positif. Donc toutes les nouvelles technologies ne sont pas forcément négatives. Et au total, hein, ils ont conclu, attention, de dire attention, il ne faut peut-être pas trop se focaliser sur le progrès technologique, parce qu'en se focalisant trop sur le progrès technologique, on laisse tomber hein, le problème social aux États-Unis, qui est un problème plutôt économique et social, c'est d'expliquer pourquoi les salaires, le salaire moyen évolue assez peu, et ça, c'est pas la faute des robots hein, au cours des 20 dernières années. Il y a des problèmes de système économique et de régulation économique beaucoup plus globaux, et il ne faudrait pas que les économistes, en se focalisant simplement sur la question des robots, laissent de côté tout un ensemble de mécanismes économiques qui sont... Voilà. Et de dire... et le problème, ce qu'il rappelle aussi, c'est que le problème aux États-Unis, c'est quoi mais aussi en Europe, c'est que si vous regardez les gains de productivité du travail, ils n'ont cessé de baisser au cours du temps. D'accord? Donc, hein, il y avait un paradoxe fameux en économie qui était le paradoxe qu'avait énoncé Solow, hein, un prix Nobel d'économie il y a déjà plus de 30 ans. Il avait dit, c'est marrant, les ordinateurs, on les voit partout sauf dans les statistiques, et notamment dans les statistiques de la productivité. Ben là, les robots, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une phase de digitalisation assez importante. Or, on ne le lit pas dans les gains de productivité du travail. On ne les lit pas dans les gains de productivité globaux et dans les gains de collectivité du travail. Donc il y a un paradoxe. Et de dire, on ne souffrirait pas de trop de technologie, mais peut-être de pas assez de progrès techniques et de gains de productivité. Donc le problème sera plutôt celui-là. Enfin, voilà. Donc je ne rentre pas dans ces débats parce que ça renvoie aussi après de grands débats sur les déterminants de la croissance, etc. Alors, je voudrais finir ce tour de table par l'apport d'approches plus qualitatives, en fait. Voilà. L'approche de travaux plus qualitatifs, puisque les travaux que j'ai cités jusqu'à maintenant, ce sont des travaux surtout quantitatifs, et notamment ceux de Acemoglu, Restrepo, et puis de Freeman et Borjas, et qui, encore une fois, s'intéressent beaucoup plus sur le volume de l'emploi. Et là, on va changer un peu de perspective, de se dire, mais c'est intéressant d'aborder cette question d'un point de vue un peu plus qualitatif, avec d'autres protocoles empiriques, hein, d'aller un peu sur le terrain et de faire des enquêtes de terrain, de regarder de près
ce qui se passe dans les entreprises et dans les secteurs, et avec aussi un autre questionnement, c'est de dire pas seulement de est-ce que ça détruit des emplois, mais dans quelle mesure ça transforme les emplois, et dans quel sens ça transforme ces emplois. Et là, donc je ferai juste un peu de publicité sur le contrat européen qu'on vient d'achever, auquel j'ai participé avec des collègues de on était 7 pays européens, hein, dont la France, un Queenet, qui était un contrat qui portait justement sur les liens entre innovation et qualité de l'emploi. Hein, c'est-à-dire dans quelle mesure les innovations impactent la qualité de l'emploi, mais aussi la question qu'on se posait, c'est dans quelle mesure la qualité de l'emploi peut impacter sur les capacités innovatrices des entreprises. Et alors, il y a eu des travaux d'ordre quantitatif aussi dans ce programme, mais ce dont je vais vous parler, c'est plutôt des travaux de nature qualitative, hein, que l'on a fait dans un certain nombre de secteurs. Je crois qu'il y avait on avait 8 secteurs qui allaient de l'aéronautique, de la logistique, les hôpitaux, les services à la personne, hein, le care, les jeux vidéo, l'automobile, voilà, l'industrie agroalimentaire. Donc vous voyez des secteurs assez variés. Et je vais prendre des exemples de ces secteurs pour illustrer un peu comment les scénarios que je rappelais de Hirschkreisen, hein, en introduction de cette partie, comment on peut illustrer un peu ces différents scénarios en regardant au plus près de comment se transforment ces métiers. Et je vais vous prendre 2 secteurs particuliers qui sont assez contrastés, un secteur dans le manufacturier, l'aéronautique, et un secteur dans les services, la logistique de la distribution, en fait de la grande distribution des commerces, hein, des grands hypermarchés. Voilà. Alors, prenons le cas de l'aéronautique et regardons ce qui se passe dans l'aéronautique. Pourquoi? Parce que l'aéronautique est un des secteurs leaders en termes d'innovation. Alors, innovation, je n'ai pas rappelé, mais hein, dans la classification des innovations, on distingue généralement 4 grandes domaines d'innovation: les innovations de procédés, les innovations de produits, les innovations de marché ou de marketing, et les innovations organisationnelles, hein, innovation au sens large. Donc les innovations au sens large, ça dépasse simplement la question des nouvelles technologies. Donc nouvelles technologies, ça renvoie plutôt aux innovations de procédés. Je ne vais pas parler ici des innovations de produits, de produits notamment grâce aux nouveaux matériaux, etc., mais qui ont beaucoup touché l'aéronautique. Ici, je vais m'intéresser toujours aux processus de production eux-mêmes et pas aux innovations de produits. Alors, l'aéronautique, au cours des 15 et même 20 dernières années, il y a eu des innovations importantes. Il y a eu des innovations importantes. D'abord, il y a eu le développement assez fort des machines à commande numérique pour tout ce qui est fabrication et usinage des pièces, hein, de l'aéronautique. Et puis, vous avez surtout la grande révolution, alors pour les plus avancés, qui date maintenant d'une vingtaine d'années, mais qui s'est répandue progressivement, parce que dans les entreprises qu'on a enquêtées, c'était assez récent, hein, l'adoption complète du 3D. C'est toutes les technologies de 3D et de réalité virtuelle, de la conception des produits à la fabrication, à l'assemblage, et même en amont vous concevez votre avion, mais vous allez aussi concevoir les lignes de production de votre avion, donc vous vous servez aussi de la réalité virtuelle pour simuler les postes de travail, pour que les postes de travail soient les plus efficaces possibles, et aussi en termes d'ergonomie, hein, pour que les gens... vous avez des laboratoires où les ouvriers, on leur crée en réalité virtuelle, en 3D, leur futur poste de travail pour leur faire simuler leurs futures activités. Alors, donc vous avez ici, par exemple, vous avez une machine à commande numérique, hein, qui fabrique des pièces, alors avec évidemment une précision, une finesse très très importante, et qui sont programmés par des logiciels, etc. Ici, vous avez toute la conception 3D, évidemment, et ici, vous avez la conception 3D aussi, soit d'intérieur de carlingues, soit qui peuvent permettre de simuler aussi les postes de travail. Alors, à quoi on assiste dans l'aéronautique, hein, pour résumer assez rapidement? Effectivement, là, on serait plutôt dans le scénario numéro 2, c'est-à-dire que pour le moment, les robots remplaceurs d'hommes, je dirais, ils sont très très peu.
on n'en a pratiquement pas vu. Et de ce qu'on nous a raconté sur l'ensemble du secteur, parce qu'on faisait aussi l'enquête au niveau du secteur et puis ensuite au niveau de certaines entreprises, un échantillon des entreprises, pour le moment, contrairement à l'automobile, les robots, notamment dans la phase de montage, de montage, les robots sont encore très peu utilisés. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable encore. Sur les volumes de production de l'aéronautique, c'est la grande différence avec l'automobile. Il n'est pas forcément rentable, même si on a les technologies existent, mais c'est pas rentable d'utiliser des robots ou des processus complètement automatisés. Alors, dans la phase production, notamment de pièces, et notamment tout ce qui se passe avec les machines à commande numérique, effectivement, donc, ce que je commençais à dire, c'est on est dans le scénario numéro 2, c'est-à-dire du progrès technique biaisé en faveur des plus qualifiés, ou le scénario de ce qu'on appelle en anglais du upgrading. Mais ce qui est intéressant, et du coup, vous constatez que vos opérateurs, vos ouvriers dans l'aéronautique, ils sont de plus en plus qualifiés. Qualifiés au sens de qualification de ouvriers qualifiés et avec aussi une exigence de diplôme plus importante. Ils ont tous maintenant au moins le bac professionnel, voire un bac plus 2, etc. Mais en revanche, ce qui est intéressant, ce que vous racontent les ouvriers, c'est qu'au niveau des compétences réellement requises par ces machines numériques, ce sont plus des nouvelles compétences que des compétences plus importantes. Et notamment, ce qui est frappant, c'est que en fait, ces machines sont en partie beaucoup automatisées avec des logiciels, etc. C'est beaucoup plus un travail de contrôle que d'intervention directe. Et ces ouvriers vous disent, ben voilà, autrefois, même sur les tourneuses fraiseuses traditionnelles avec lesquelles on usinait des pièces, finalement, ça demandait une professionnalité beaucoup plus importante. Et on s'ennuyait beaucoup moins, ça sollicitait beaucoup plus finalement de ce que considère comme de vraies compétences, même si on n'était pas considérés comme des ouvriers aussi qualifiés, alors qu'aujourd'hui on a la qualification en titre, et on a des titres scolaires, mais c'est un travail qui sollicite moins de professionnalité et qui est aussi potentiellement plus ennuyeux puisque c'est beaucoup un travail de contrôle. Voilà. Donc un impact assez mitigé, voire négatif pour les plus anciens, sur la qualité de l'emploi, au moins dans sa dimension subjective. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, alors j'ai pris l'exemple des machines à commande numérique, on pourrait donner d'autres exemples, notamment quand on a introduit le 3D, un autre emploi au métier qui a été très fortement impacté, c'était les dessinateurs industriels. C'est-à-dire avant l'introduction de ces logiciels 3D, notamment le logiciel de Dassault qui est maintenant très largement diffusé, vous aviez vos dessinateurs industriels qui travaillaient debout sur des grandes planches, qui faisaient tout à la main, etc. Des schémas assez complexes, etc. Bon. Maintenant, tout se fait sur ordinateur, en plus en 3 dimensions, donc effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace. Et du coup, là, ça a complètement transformé l'emploi de vos techniciens dessinateurs industriels. Ça n'a pas détruit les emplois. Ça les a baissés un peu, mais ça a complètement transformé. Et là aussi, on ne peut pas dire que c'est forcément plus de compétences, mais ce sont des nouvelles compétences. Et là, la question qui se pose, mais c'est comment les entreprises gèrent cette montée en compétences, en fait. Voilà. Et ça, c'est une question qui est très pertinente. Et dans notre échantillon, notamment, on comparait des usines comparables en France et en Suède, et on voyait qu'en Suède, la gestion de cette transition s'est faite beaucoup par formation interne, c'est-à-dire que, et notamment parce qu'en Suède, on a des lois très protectrices de l'emploi, et notamment, c'est très difficile de mettre dehors des vieux, pour aller vite, alors qu'en France, on a profité assez massivement, notamment dans les entreprises qu'on a étudiées, de systèmes de pré-retraite, c'est-à-dire que la montée en compétences s'est faite par, on met dehors les vieux, on embauche des jeunes qui sont plus qualifiés, qui sortent du système éducatif avec les nouvelles compétences requises, et du coup on substitue des jeunes à des vieux. Donc ça dépend beaucoup, la façon dont on gère ces transitions, ça dépend beaucoup aussi à la fois du contexte institutionnel et de logique économique et sociale. Alors deuxième aussi idée assez importante dont on s'aperçoit quand on va sur le terrain, c'est qu'une même technologie peut avoir des usages très différents, avec des impacts sur la qualité de l'emploi relativement différents. Et là, je prendrai un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé. Donc, c'est une entreprise qui produit des avions, des gros avions.
dont je ne dirai pas le nom, mais qui est une grande multinationale qui produit des gros avions et qui a plusieurs usines, notamment en France. Donc voilà. Et dans une division d'une de ces usines, hein, qui produit un certain modèle d'avion, ils étaient passés récemment, donc dans une division où si on fait de l'assemblage, hein, ils étaient passés récemment aux tablettes, hein, et donc des outils numériques avec toutes les instructions sur tablette, à la fois pour les instructions pour les opérateurs et à la fois pour le système de reporting, c'est-à-dire chaque fois que vous faites une tâche, vous devez rentrer exactement ce que vous faites, etc. Et on voyait très bien une anecdote que m'a racontée la chef de cette division. Hein. Elle me disait, ben voilà, moi, les tablettes, je les utilise d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'avec ces tablettes, je pourrais avoir en temps réel des données très très précises sur l'activité des opérateurs, puisqu'ils rentrent en temps réel tout un tas de données, etc. Donc je pourrais avoir toutes les données que je veux et calculer en temps réel toute la productivité, ce qu'ils font, etc. et tout contrôler de façon très très fine. Et ça, moi, je ne veux pas le faire. Ça, je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas me transformer en Big Brother avec un monitoring de gestion d'indicateurs et qui serait quand même très oppressant pour les ouvriers. Donc, on se sert des tablettes pour mieux traiter l'information et pour faciliter l'échange de l'information, mais l'information doit être traitée au niveau décentralisé, et moi, il y a des informations qui ne doivent pas me remonter, sauf en cas de problème. D'accord ? Et donc, je laisse beaucoup d'autonomie à mes opérateurs. D'accord ? Bon. Et elle me racontait qu'un jour, elle disait ça à un de ses collègues cadres, et elle disait, ben non, et qui lui demandait, mais et toi, sur tel indicateur, tu en es où ? Et elle disait, ben moi, je ne sais pas. Ben, comment tu ne sais pas ? Ben, elle dit, bon, moi, je refuse de le savoir. Et l'autre lui dit, mais tu ne fais pas ton travail de manager. Hein, bon. Et alors, ce qui est très frappant dans cette entreprise, c'est quoi ? Hein, c'est qu'un autre chef de division me disait qu'il a 200 indicateurs, il suit 200 indicateurs. Hein, donc, son boulot, ça consiste à être dans son bureau et à suivre 200 indicateurs en permanence, etc. Bon. Et à un niveau décentralisé aussi, à un niveau relativement décentralisé, même les cadres intermédiaires passent beaucoup plus de temps maintenant dans leur bureau à suivre des indicateurs qu'à suivre des... voilà. Mais voyez que deux logiques différentes, la logique que j'appellerais la logique de l'empowerment, la technologie est là pour améliorer les capacités des opérateurs et finalement favoriser leur autonomie et leur coopération et leur bonne coordination. Hein, ça, c'était la logique de la femme cadre dont je vous parlais. Et puis, une autre logique qui est celle du monitoring et de la gestion par indicateur et qui peut assez facilement déboucher sur un contrôle très strict et qui renforce très fortement son management par indicateur. Troisième chose aussi qui est assez frappante, c'est que quand je discutais sur l'automatisation, etc., donc il disait, nous, pour le moment, les robots ne sont pas rentables, mais peut-être qu'ils le deviendront. Mais il me racontait aussi des exemples d'entreprises qui étaient passées, alors pas forcément toujours dans l'aéronautique, hein, mais qui avaient automatisé, parce que c'était technologiquement possible, et qui pensaient que c'était rentable, mais qui s'apercevaient qu'ils avaient trop automatisé. Hein, et notamment, il citait l'exemple d'une entreprise qui leur disait, bah oui, on a complètement automatisé notre process, alors c'était pour la fabrication de certaines pièces, on a complètement automatisé notre process, on a toutes les données qu'on veut, parce que ces processus numériques, c'est non seulement pour automatiser les process, mais c'est pour faire remonter aussi de l'information, vous avez l'information en temps réel, mais du coup, on est submergé par les données, et on perd ce feeling, cette connaissance directe qu'avait l'humain du process lui-même, et on perd en capacité d'innovation. Donc on a trop automatisé. Il faut laisser de l'humain. Et donc la problématique dans cette entreprise, c'était de dire, bon, on sait qu'il existe un point, que l'optimum n'est pas le maximum. Hein, que l'optimum dans l'automatisation, ce n'est pas forcément de tout automatiser, même si c'est technologiquement possible, et même si on pense qu'à court terme, c'est rentable, en fait. Hein, et ça, c'est très important. Alors maintenant, si on regarde la logistique c'est un exemple assez intéressant aussi. Hein, je ne vais pas trop dépasser. Il me reste une petite dizaine de minutes. La logistique, c'est très intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une activité de service. Et c'est une activité de service
qui, dans les différents pays qu'on comparait, alors cette fois-ci on comparait la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, la logistique a créé beaucoup d'emplois en fait, hein, et aujourd'hui les ouvriers ont tendance à avoir disparu beaucoup, leur nombre a beaucoup baissé dans le secteur manufacturier, mais on oublie que vous avez beaucoup d'ouvriers dans le secteur tertiaire et notamment dans la logistique où ont été créés des dizaines de milliers d'emplois. Alors la logistique, ce qui est intéressant aussi, c'est que le secteur a connu des transformations économiques et technologiques très importantes au cours des 15-20 dernières années, d'accord, hein, et notamment la chaîne logistique qui va des producteurs, fournisseurs de biens jusqu'aux distributeurs qui ici étaient de la grande distribution, donc les grandes chaînes de supermarchés, hypermarchés. Toute cette chaîne a été profondément transformée avec l'émergence cette logistique était en grande partie, enfin, était de façon traditionnelle internalisée, c'est-à-dire que Carrefour avait sa propre logistique, Casino, etc., sa propre logistique. Maintenant, de plus en plus, vous avez des entreprises, hein, des third party, hein, des acteurs de troisième acteur, comme on dit en termes logistiques, qui sont des acteurs indépendants, hein, à qui les grandes chaînes de distribution sous-traitent au moins une partie de leur logistique, et met en concurrence ces fournisseurs, enfin ces logisticiens indépendants, ils les mettent en concurrence avec leurs propres logisticiens internalisés, et puis avec des externalisations aussi de certains morceaux, notamment le transport est en grande partie externalisé, et ça dans toutes les grandes enseignes. Mais surtout, ce qui nous intéresse aussi d'un point de vue technologique, là, les grandes transformations, c'est que toute cette chaîne a été fortement impactée par le développement de progiciels, hein, de gestion logistique. Alors, logistique, c'est le paradis de l'ingénieur, parce que c'est justement un champ d'application particulièrement propice à l'application de progiciels de gestion. Et vous avez maintenant des progiciels qui programment tout et qui ramassent toute l'information et qui programment tout des fournisseurs jusqu'à la mise en rayon. Hein, tout ça est intégré dans des progiciels, etc. Et puis, donc ça, c'est ce qui a impacté le process de production. Et puis, vous avez aussi, évidemment, des transformations du côté de la demande, c'est-à-dire des consommateurs. Et notamment avec le commerce en ligne, hein, le e-commerce, qui impacte aussi beaucoup la grande distribution et qui, du coup, aussi impacte beaucoup la logistique de la grande distribution. Parce que maintenant, voilà, la FNAC, par exemple, hein, si vous commandez quelque chose sur Internet, soit vous pouvez vous le faire livrer en magasin, soit vous pouvez, la commande passe directement au maillon logistique de la FNAC et ne passe plus par magasin. Donc, beaucoup de transformations technologiques dans ce secteur. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que à la fois vous avez beaucoup d'uniformité et à la fois il reste encore beaucoup de diversité. Parce qu'on a fait cette enquête, maintenant ça fait un an et demi, 2 ans, au sein même d'une même entreprise, si on regarde même maintenant le processus de production. Dans toutes les entreprises, donc ces progiciels de gestion globale de la chaîne logistique maintenant sont utilisés. Mais au niveau de qu'est-ce qui se passe dans un entrepôt logistique, c'est quoi un entrepôt logistique? C'est là où vous avez des biens qui sont stockés et c'est là où arrivent les biens fournis par les fournisseurs. Ils sont stockés, puis ensuite ils vont être redispatchés dans les différents points de distribution. D'accord? Et donc vous avez des métiers, les métiers de préparateurs de commandes, c'est notamment les métiers de base de vos entrepôts logistiques, c'est les gens qui vont chercher dans les rayons et préparer les commandes pour que les commandes soient expédiées ensuite aux différents points de vente. Donc ça, c'est le métier de base auquel on s'est intéressé, notamment dans cette enquête. Alors ce que je disais, c'est que dans toutes les entreprises maintenant, elles utilisent les mêmes types de progiciels, mais au niveau du travail de base de préparateur de commandes, vous avez des entrepôts qui peuvent être très différents en termes de technologie utilisée et de degré d'automatisation de l'entrepôt. Notamment, vous avez 3 types, nous on a rencontré 3 types d'entrepôts, même si on n'a pas pu rentrer dans les entrepôts complètement automatisés, mais au moment où on a fait notre recherche, il n'y en avait que 3 en France, hein, il y en a pour le moment assez peu,
est complètement automatisé. Mais dans les entrepôts traditionnels, qu'est-ce qui se passe? Il reste le travail traditionnel de préparateur de commandes, sauf que le préparateur de commandes, il a exactement le type de dispositif que j'ai sur moi actuellement, avec des écouteurs, hein, et pas seulement le micro. Et ce qui s'est beaucoup répandu, ce qu'on appelle le voice picking, hein, le picking, c'est le pickers, ce sont les préparateurs de commandes, ceux qui vont chercher sur les rayons. C'est-à-dire que maintenant, préparer une commande, vous n'avez plus vos grands listings de papier en disant il faut tant de lessive, tant de trucs, etc. pour la commande de tel magasin que vous préparez sur une grande palette. Maintenant, c'est le logiciel, hein, qui vous dit rendez-vous à tel rayon, prenez tel produit, vous scannez, vous le mettez, etc. Bon, et tout ça est dans des grands cartons, vous ne savez même plus souvent de quel produit il s'agit, parce que tout est conditionné, etc. Tout est sous forme de code barre, etc. Et le logiciel calcule, optimise votre déplacement aussi donc c'est lui, hein, qui vous dit, vous allez d'abord là, ensuite là, Donc vous n'avez plus aucune autonomie. Hein, vous n'avez plus aucune autonomie, et toute votre activité est dictée par cet outil de commande vocale. Alors évidemment, quand vous interrogez les ouvriers, enfin les anciens préparateurs de commandes, pour eux, c'est une déqualification très forte. Et là, ils parlent de taylorisation, hein, ils disent mais c'est une hyper-taylorisation, etc. Avant, ben voilà, on prenait une commande sur papier et on organisait son travail. Hein, chacun organisait son travail. C'était au préparateur de commandes de dire ben, je vais commencer par là, par ci, En plus, ils avaient une connaissance assez fine de qui était le supermarché qui demandait, et ils savaient que le supermarché, il aimait plutôt que avoir comme premier produit à déballer tel type de produit, etc. Donc ils pouvaient même parfois, vous voyez, personnaliser un peu la commande, etc. Bon, aujourd'hui, ils savent plus pour qui c'est, ils savent même plus souvent quel produit c'est, etc. Bon, et ils n'ont plus aucune autonomie dans leur travail. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les entrepôts traditionnels. Mais ce dispositif de voice picking, qui est je dirais, le summum dans ces entrepôts traditionnels, ben, dans l'entreprise, pourtant on a étudié une entreprise de grande distribution alimentaire, hein, sur les entreprises qu'on a étudiées. Eh ben, au sein de la même entreprise, selon les entrepôts, il y a des entrepôts qui l'avaient adopté depuis 10 ans, et il y avait des entrepôts qui venaient juste de passer à cette technologie. Hein, donc ça veut dire que, selon aussi la résistance des syndicats locaux, selon etc., les contraintes, vous voyez que cette même technologie, au sein d'une même entreprise, elle met du temps à se diffuser. Et donc, voilà. Et puis, le stade, 5 minutes. Le stade ultérieur, c'est le stade des entrepôts semi-automatisés. Hein, les entrepôts semi-automatisés, où là, alors je vais vous montrer les photos, ça ira plus vite. Donc ça, c'est le voice picking. Ça, c'est des entrepôts automatisés, où là, vous avez des réceptionnistes. Hein, le travail, c'est quoi? Vous avez des personnes à qui on porte des palettes. Ils prennent les produits, ils les posent sur un grand tapis roulant comme les distributeurs de bagages dans les aéroports. Et ce tapis roulant scanne les produits et les envoie vers des sorties différentes selon le supermarché. Et à l'arrivée, vous avez quelqu'un qui prend le colis, qui le met sur la palette. Et voilà. Hein, donc vous avez des emplois hyper aussi très répétitifs, hyper déqualifiés. Et dans l'entreprise qu'on a étudiée, hein, eux, ils avaient fait le choix d'automatiser, de semi-automatiser, puisqu'il reste quand même des individus, et ils passaient à ce type de système, et ils estimaient, les syndicats estimaient que ça détruisait entre 40 et 50% des emplois, le passage à ce type de processus, mais que les emplois qui restaient étaient très répétitifs, très taylorisés, et ce qu'on a aussi constaté alors, dans la logistique d'une grande enseigne de produits culturels que je ne nommerai pas non plus, qui était passée à aussi des processus semi-automatisés. Et vous constatez que les emplois qui restent, c'est des emplois que parfois technologiquement on pourrait automatiser, mais qui ne sont pas suffisamment rentables à automatiser, mais qui peuvent rester des tâches très très répétitives, mais qui restent plus rentables de faire par des hommes que par des humains. Donc voilà. Et alors conclusion, j'en arrive à la conclusion, 2 minutes de conclusion. Bon. Alors, donc on voit que finalement ces processus sont assez complexes, et je voudrais
au-delà des aspects assez anecdotiques et illustratifs, tirer peut-être que quelques enseignements. Un, comme je l'ai dit, c'est pas parce que les technologies existent qu'elles vont être adoptées et qu'elles vont se diffuser très rapidement. Alors, aussi bien dans l'aéronautique, mais surtout dans la logistique, on a vu que effectivement certaines technologies elles mettaient beaucoup de temps à se répandre et que toutes les technologies ne sont pas forcément rentables. Il faut attendre peut-être longtemps avant qu'elles soient très rentables. Et puis, il y a le fait aussi que l'on peut mal calculer aussi cette rentabilité. Hein, l'exemple que je donnais on surestime les avantages de l'automatisation et on s'aperçoit ex post que finalement on perd en capacité innovative parce qu'on a trop automatisé et parce qu'on a été trop dans une logique purement technologique. On a trop écouté les ingénieurs et peut-être pas assez les gens, notamment des ressources humaines, etc. Et donc, ce qui est très frappant, encore une fois, c'est qu'on a des degrés d'automatisation aujourd'hui, avec pourtant les technologies existent, et on a des degrés d'automatisation très variables, et on a des choix aussi stratégiques très variables au sein des entreprises ou entre entreprises. Par exemple, vous prenez la logique de la grande distribution, Carrefour, par exemple, pour le moment, ne s'est pas lancé dans même la semi-automatisation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder beaucoup plus de flexibilité dans leurs entrepôts, pouvoir les déplacer, les changer de lieu si besoin, etc. Et comme c'est la semi-automatisation, ça demande de gros investissements et du coup de stabiliser la localisation, etc. Donc il y a des choix stratégiques assez différents, et donc il y a le déterminisme technologique est à relativiser. Alors ce qui est ressorti aussi, et c'est un aspect qui était assez peu présent dans les débats, c'est cette histoire de taylorisme digital. Et là, je voudrais finir là-dessus. Marx avait une expression que je trouve assez... déjà, à son époque, il parlait de l'humain appendice des machines, que l'humain est l'appendice des machines. Et l'humain appendice des machines, effectivement, c'était quand même, le taylorisme a donné une très bonne illustration de ça. Et cet humain appendice des machines, on voit très bien que avec ces nouvelles technologies, c'est exactement ce qui se passe. L'exemple que je donnais avec le voice speaking, c'est qu'on robotise les individus avant de les remplacer par des robots. Ils finiront par être remplacés par des robots, mais en attendant, vous n'avez pas le robot, mais vous avez l'humain robotisé. D'accord? Et du coup, vous avez aussi des formes plus ambiguës. Dans l'aéronautique, c'est des formes beaucoup moins extrêmes, mais vous avez des technologies dont je n'ai pas parlé, notamment vous avez des espèces de Google Glass maintenant. Hein, les gens qui montent par exemple les câblages dans les carlingues, ils ont des Google Glass et qui leur donnent exactement en 3D le plan de câblage. Hein, donc ils n'ont plus les choses en 2D très complexes, etc. Mais du coup, une technologie qui est un prolongement de l'humain et qui accroît les capacités de l'humain, elle se substitue de plus en plus aussi à l'autonomie de l'humain. C'est-à-dire que de plus en plus, ça devient prescriptive. C'est-à-dire que de plus en plus, elles disent, mais elles vous donnent aussi l'ordre d'exécution des tâches. D'accord? Notamment on racontait dans l'aéronautique, sur un atelier de construction d'une pièce très très fine qui reste manuelle, vous avez un laser qui vous dit, qui éclaire l'outil que vous devez utiliser à tel moment, etc. Et que dès que vous faites une erreur, il vous le signale, etc. Donc toute la séquence, même si elle reste humaine, elle est très programmée, je dirais, par la machine. Donc frontière floue entre l'humain augmenté, il y a toute une problématique, vous avez tout un tas de livres aux États-Unis notamment sur l'humain augmenté par la machine, et simplement la machine augmentée par l'humain, où là, par ce renversement, cette dialectique, voilà. Et puis, il y a toute la question aussi du monitoring par les indicateurs. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit aussi dans l'aéronautique, mais c'est encore plus le cas dans la logistique, tout le processus est contrôlé par un ensemble de logiciels et par les informations, ce que font les managers des informations. Et ce qui est fascinant, c'est que, par exemple, dans la logistique, même un directeur d'entrepôt nous dit que lui, tout son boulot, c'est de suivre un certain nombre d'indicateurs et que son autonomie est très très limitée et que lui-même se sentait très taylorisé. Donc ça affecte toute la hiérarchie des emplois. Et c'est très important de voir que là non plus, il n'y a pas de fatalité technologique puisque la logique que je disais d'empowerment est possible, même si la tentation, et notamment dans un contexte français, je pourrais y revenir, mais la tentation du Big Brother est forte aussi, de tout contrôler est forte aussi.
Voilà, donc aucun déterminisme. Désolé, j'ai dépassé 3 minutes, mais voilà, je vous remercie de votre attention.